à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui sont développés dans cette édition de fin de semaine. La COP 21 s'ouvrira ce dimanche. Le souverain nous a accordé un entretien. Fightets Monaco, un hommage vient d'être rendu à l'occasion de l'opération annuelle Courte Pointe. La 8e édition du Forum international Peace and Sport se tient en ce moment en Principauté. Nous irons à l'espace Fontvieille pour déguster quelques produits lors du 20e Salon de la Gastronomie. Et enfin, notre invité du week-end à l'occasion du Monte Carlo Jazz Festival, le pianiste-violoniste Thomas Enko. Dimanche s'ouvrira officiellement la COP 21, la conférence sur le climat à Paris. Nous vous en avons parlé tout au long de la semaine. La Principauté fera partie des pays à la table des négociations. Le prince Albert II a reçu la presse au Palais Princier. Il a tenu à évoquer l'importance de cette conférence ainsi que la grande marche pour l'environnement qui sera organisée ce dimanche à Monaco. Nous l'écoutons. Dimanche matin à 11h, nous allons tous nous regrouper et j'espère que nous serons nombreux à entamer cette marche pour le climat. De telles marches ont lieu dans d'autres pays du monde et ont eu lieu et vont avoir lieu, à l'exception pour l'instant de la France, et j'en comprends bien sûr qu'il y ait des restrictions sur de tels rassemblements pour des raisons de sécurité évidentes, mais je tenais à ce que l'on continue à faire cette marche pour vraiment faire savoir que les changements climatiques sont importants et qu'il faut qu'on en arrive à des solutions et à des résultats concrets. Et puis aussi que Monaco s'est engagé depuis longtemps maintenant et a des objectifs qui sont forts et qu'elle veut montrer qu'elle fait pleinement partie de la communauté internationale et surtout sur des questions comme celle-là. Donc j'espère que non seulement beaucoup de personnes de la Principauté, mais des communes limitrophes, d'autres associations environnementales et d'autres groupes pourront se joindre à nous pour cette marche pour le climat. Monseigneur, la COP 21 ouvrira officiellement ses portes dimanche soir. Vous y participerez, vous serez sur place dès lundi au Bourget. Êtes-vous optimiste quant à l'issue de cette conférence internationale sur le climat ? Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut être optimiste. Il faut absolument, et je crois que ça a été exprimé par beaucoup d'autres personnes aussi, et par le président Hollande, il faut absolument que nous tombions d'accord sur un accord contraignant, qui soit le plus contraignant possible pour s'engager pour les prochaines années, donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de chaque pays, et puis pour qu'il y ait un suivi et qu'il y ait un monitoring de ces réductions, et si elles sont efficaces et si elles peuvent être durables dans le temps. Et donc je crois que c'est très important que tous les pays s'engagent de la façon la plus concrète possible. Alors, certains pays ont déjà annoncé leurs objectifs et leurs engagements, et je crois que c'est très encourageant, et notamment des grands pays comme la Chine, qui ont montré vraiment un leadership tout à fait remarquable. Les États-Unis aussi, dans une certaine mesure. Et il faut absolument que d'autres pays suivent. Je pense que certains pays, certains autres grands pays, je pense à l'Inde notamment, vont peut-être annoncer des engagements à la COP 21 même. Et donc, je crois qu'on peut être résolument optimiste. Bon, il peut se passer aussi beaucoup de choses, malheureusement, au cours de telles conférences, mais je pense que là, on n'a jamais été aussi près de ce qu'on entend des négociations, de ce que l'on peut sentir de l'ambiance générale et de ce qui se dégage de différentes discussions. Je crois qu'on n'a jamais été aussi près d'un accord contraignant. Le souverain au micro de Patricia Navarro. Et je vous le rappelle, la grande marche pour l'environnement sera organisée dimanche matin à Monaco en préambule de l'ouverture de la COP 21. Un vibrant hommage a été rendu aux personnes décédées du virus du sida, les Courtes Pointes. Cette opération annuelle est organisée par l'association Fightets Monaco. Vous voyez ce reportage de Christine Datomel et Sylvain Péroumal.
Face à l'isolement, à la discrimination, à la douleur et à la détresse psychologique des personnes vivant avec le virus du sida, la princesse Stéphanie poursuit son combat pour la vie et pour la dignité. Et c'est pourquoi, depuis 2011, en parallèle à ses multiples opérations, Fightets Monaco rend une fois par an un vibrant hommage aux personnes décédées du VIH lors d'un déploiement de courte pointe. Malheureusement, on doit toujours être là et quoi qu'il arrive, même s'il y a des avancées au niveau de la recherche et des médicaments, il faudra toujours être là pour les gens qui vivent avec cette maladie terrible et pour rendre hommage à ceux qui sont partis de cette maladie terrible. Donc il ne faut pas les oublier, il faut surtout continuer de combattre la discrimination et c'est vraiment, on peut parler de ségrégation par rapport aux gens qui vivent avec le VIH. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que ça s'arrête et qu'ils puissent réintégrer la place qu'ils avaient dans la société avant leur séropositivité. Ce moment est vraiment important de se souvenir des personnes qui sont parties, qui ne sont pas toujours parties dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que la cause pouvait être cachée ou les familles n'ont pas pu exprimer leur chagrin au moment du deuil. Donc de pouvoir repenser à eux, c'est important. Et puis c'est un beau message d'espoir aussi de voir toutes ces couleurs. La vie continue. Fabriqué par les bénévoles affiliés et permanents de l'association, plus de 1600 heures de travail pour réaliser ces courtes pointes. Ces courtes pointes sont ensuite déployées lors d'une cérémonie, un moment solennel qui a lieu en présence de nombreuses personnalités monégasques et qui observe une minute de silence en hommage aux personnes disparues du sida. Vous l'avez vu sur notre chaîne, la 8e édition du Forum international Peace and Sport se tient en ce moment en Principauté. En marge de ce forum, un morning run encadré par Polar Active vient d'être organisé. Frédéric Hélion. Elle est record woman du monde du marathon avec un chrono de 2h15 minutes et 25 secondes. Une marque qui tient depuis près de 12 ans. Paola Radcliffe est également championne de la paix au sein de l'organisation Peace and Sport. Et dans le cadre du 8e Forum international Peace and Sport, elle a joué le rôle de lièvre de luxe au cours d'un morning run jeudi matin du côté du Larvoto. C'est toujours sympa de courir ici au bord de la mer, de voir le lever du soleil. Mais ça a été sympa d'être dans une groupe aussi, d'avoir partagé quelque chose d'émouvant hier avec la marche pour la paix et la réunion ici, les discours et tout ça. Mais se réunir pour courir, c'est quelque chose de fort, je crois. On partage quelque chose. Tout le monde nous a dit, Paola, elle a fait un peu le rôle de lièvre, elle a couru trop vite ce matin. Ouais. Non, mais j'ai essayé de rester en groupe. On a fait plusieurs tours, comme ça les gens qui voulaient faire moins pouvaient s'arrêter un tour avant. Aux côtés de Paola Radcliffe, une trentaine de courageux sont venus courir avec elle, parfois avec un peu de mal à suivre le rythme et la foulée de la Britannique. Mais tous étaient contents de courir pour la bonne cause. Pour moi, personnellement, oui, même si j'ai fait un peu de non-finish line la semaine dernière. Heureusement, je me suis entraînée un peu. Mais sinon, c'était un peu rapide pour moi, mais c'était vraiment un grand plaisir. Ah bah super, lever de soleil magnifique sur la Principauté. Et puis on était une trentaine à courir à un bon rythme. Et puis bon, c'est sûr que Paola va vite. Hein. Justement, c'est pas trop dur de suivre des Paola, des Tegla comme ça, des grandes athlètes. Non, ça va, elle était sympa, elle nous a attendus, quoi. On est là afin de montrer notre engagement et puis faire des efforts, même de façon, même courir pour montrer notre engagement pour Peace and Sport. On est là, on veut montrer qu'on veut combattre pour le sport, pour la paix dans le monde via le sport. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. La matinée s'est terminée par une photo souvenir. On ne court pas tous les jours aux côtés d'une championne du monde de marathon. Voilà pour ce morning run, autre activité proposée en parallèle de ce forum Peace and Sport, la découverte du manuel des pratiques adaptées par des enfants de la Principauté. Émilie Rousseau, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia ont assisté à des ateliers sur le parvis du Grimaldi Forum. Reportage. Promouvoir le sport comme outil pour servir la société. Voilà le but de ce manuel des pratiques adaptées. Lancé il y a 2 ans en collaboration avec les fédérations sportives internationales, ce livre tend à encourager l'entraide, la coopération et d'autres valeurs à travers des adaptations socio-sportives. Dans le cadre du Forum international Peace and Sport, ce manuel a pris tout son sens sur l'esplanade du Grimaldi Forum, où 3 ateliers ont été organisés avec des enfants de la Principauté.
3 ateliers, qui sont les 3 disciplines au final effectivement de l'athlétisme, course, saut et lancer, où on commence avec de l'activité pour mettre les enfants en activité, qui est une activité complètement classique, si ce n'est qu'elle est déjà adaptée dans la hauteur des haies, le parcours qu'on va proposer aux enfants qui est adapté forcément aux caractéristiques des enfants. Et puis au fur et à mesure de l'activité, on rajoute ensuite différentes variations. Alors j'aime pas ce mot, des contraintes, on va plus appeler ça comme des adaptations socio-sportives. Donc, comme vous me l'avez dit sur la course, un qui guide son partenaire qui a les yeux fermés. Et tout de suite on se rend compte effectivement que des jeunes qui peut-être ne dialoguaient pas, qui se connaissaient peut-être d'ailleurs pas au début, au final doivent se faire confiance, doivent dialoguer, échanger pour mettre en place une stratégie. Est-ce que je suis gaucher, tu es droitière, je me mets à gauche, on se fait un signe. Et au fur et à mesure, il y a un dialogue qui s'instaure, une confiance qui s'instaure entre les jeunes. Paula Radcliffe, détentrice du record du monde de marathon et ambassadrice de Peace and Sport, était présente lors des ateliers, tout comme une autre championne, Pernilla Wiberg. Tout au long de l'année, elle véhicule ce message que le sport peut apporter du changement dans les communautés, notamment en termes de développement et d'éducation. Je sais que moi, j'ai profité beaucoup d'avoir eu le sport, l'athlétisme dans ma vie. Ça m'a donné plein de choses. Et c'est non seulement la carrière et tout ça, mais plutôt les gens que j'ai rencontrés, les choses que j'ai appris. Et ça donne vraiment une impression de comment on peut travailler ensemble. Ça donne le respect des autres, travail par équipe. Et toutes ces choses qu'on peut apprendre, pas par les règles, mais juste en jouant, en pratiquant le sport. Ces ateliers auront réuni une vingtaine d'enfants qui auront donc pu se familiariser avec ce programme développé à travers le monde et qui fait déjà ses preuves. À noter que cette manifestation aura été réalisée en partenariat avec l'IAAF et la Fédération monégasque d'athlétisme. On va essayer de vous faire saliver dans ce prochain reportage. En ce moment même, et ce jusqu'à lundi soir, se déroule la 20e édition du Monte Carlo Gastronomie à l'espace Fontvieille. Au menu, les plaisirs de la gourmandise bien sûr, mais aussi des idées originales pour les fêtes de fin d'année. Dominique Poulain. À un peu moins d'un mois de Noël, Monte Carlo Gastronomie est une invitation à préparer en douceur et en gourmandise les fêtes de fin d'année. Ce salon, qui fête cette année sa 20e édition et qui a été inauguré par le ministre d'État Michel Roger, rassemble 153 exposants, des artisans, des agriculteurs ou encore des revendeurs, sur 2500 mètres carrés dans un cadre raffiné et convivial. Une balade pleine de saveurs. Les visiteurs peuvent y déguster les saveurs du terroir, des spécialités des 4 coins du monde et des produits généralement réservés pour les grandes occasions, comme le caviar. On a élaboré 4 recettes. Ça part d'une recette la plus légère, moins iodée, à la recette la plus salée, la plus traditionnelle. Comme ça, chacun a le caviar pour son goût. Notre caviar qui est présenté aujourd'hui, il a été produit il y a 3 jours. Et donc notre but, c'est que le caviar arrive de la production directement chez les clients. Et comme ça, ils profitent de la fraîcheur du produit. Autre produit phare en cette fin d'année, le foie gras. Et chacun y va de sa recette. Comme ici avec ce producteur du Sud-Ouest qui a réussi un mariage insolite de 2 produits d'exception que sont le foie gras et la langouste. Notre dernière découverte, c'est tout simplement un foie gras de canard entier des Landes qui est marié avec une queue de langouste rôtie au piment d'Espelette et le tout étant truffé également. On est passionné et créateur de foie gras. Donc on trouvera chez nous beaucoup de spécialités à base de foie gras, spécialités culinaires, que ce soit aux noix de Saint-Jacques, que ce soit nous avons également un millefeuille de foie gras de canard avec du jambon sans Daniel et du parmesan. Donc nous sommes de vrais créateurs de foie gras. Le Monte Carlo Gastronomie est le salon des fins gourmets et une invitation donc au plaisir de la gourmandise. Pour les 20 ans du salon, ce glacier par exemple a créé une glace spéciale. On a décidé de présenter une glace à base de gruau de cacao. C'est présenté sous forme de verrine. Vous avez en dessous un sorbet au chocolat qui a subi une double fermentation et fleur de sel, avec au milieu un biscuit sans farine au chocolat toujours. La glace, ça marche toujours pour les fêtes de fin d'année ? Bien sûr, on travaille surtout les bûches en ce moment. Donc en fait, on a décidé d'emmener au salon les verrines qui correspondent au parfum des bûches glacées, afin de faire découvrir à notre clientèle les différents parfums, tout ce qu'on propose. Ici, les gens
viennent y chercher foie gras et caviar donc, mais aussi saumon, truffes, viande, fromage ou encore chocolat. Côté originalité, des calissons géants vendus à la coupe. On a eu l'idée de faire des calissons géants pour la conservation et pour le design. Donc, plusieurs saveurs, plusieurs goûts. Souvent, les gens ils aiment bien choisir le parfum parce qu'on reste trop sur le traditionnel orange melon. Donc on a préféré vraiment changer les saveurs pour que les gens se fassent plaisir. Exactement. On n'a pas de colorant, ni de conservateur, ni d'arôme artificiel. C'est très important. Hein. D'ailleurs, on a plusieurs parfums, donc c'est vraiment de la vraie figue. Gingembre, on a gingembre, du vrai gingembre. Pareillement pour le Nutella, bon, qui n'est pas très naturel, bien sûr. Fraise basilic, orange melon. Donc orange melon, nous, on s'est permis de faire des vrais zestes d'orange et du vrai melon pour vraiment, qui est vraiment le goût. Pareil pour abricot, et on a plusieurs saveurs. On a fait pour Noël, châtaigne. Donc ça, châtaigne est aussi très très bon en goût et ça reste pour 1 an, comme je vous ai bien précisé. Autre originalité, ce viticulteur italien qui met ses vignes à disposition des amateurs de vin. Ici, vous pouvez acheter 20 mètres de vignes, participer aux vendanges, à la mise en bouteille, en personnalisant les étiquettes. Je viens de l'Italie, de la région du Piémont, et nous avons eu l'idée dans l'année 2010 d'inventer les adoptions de vignerons en Italie. Alors il est possible d'adopter 20 mètres de vignobles et recevoir 12 bouteilles de vin Barbera d'Asti. Cette idée a été faite pour la promotion de notre terroir, pour la promotion du vin Barbera. Alors on invite aussi pendant les années les personnes qui adoptent les vignobles à venir faire la vendange, à couper aussi les vignobles. Et puis la fête la plus intéressante se déroule au mois de mai, le premier week-end, la fête du Barbera, où il est possible de venir retirer les bouteilles et participer à la fête. On ouvre tous les cours du centre vieux, du centre historique du village, et on peut manger et boire nos vins. Et si l'appétit vient en mangeant, la soif, elle, s'en va en buvant. Dans ce domaine, certains pourront renouveler leur cave en champagne ou en vin pour accompagner leur repas ou les pâtisseries. Pour moi, un bon repas nécessite forcément un bon vin. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que je trouve que l'accord mets-vin, c'est fantastique. C'est vraiment le meilleur moyen de développer les arômes du vin, c'est de l'associer avec de la bonne nourriture et vice-versa en fait. C'est assez technique quand même d'associer le plat avec le bon vin. Mais dans le Bordelais, on a des vins très différents. Saint-Émilion beaucoup plus fruité qu'un Pauillac par exemple. Et en fonction de ce qu'on mange, tel vin ira mieux avec un autre. Autour de la table, les festivités seront nombreuses et variées. Des démonstrations culinaires seront ainsi réalisées tous les jours par les grands chefs de Monaco et de la Côte d'Azur, des chefs qui dévoileront en quelque sorte le secret de leur savoir-faire. Et comme tout bon repas se termine par le dessert, le ministre d'État a eu droit à une part de gâteau avant son départ. Michel Roger a apprécié, et nous aussi. Et puisque l'on vient de parler de gastronomie, ce jeudi, le nord de l'Amérique fêtait Thanksgiving. Et bien à Monaco, ceux qui le souhaitaient ont pu fêter Thanksgiving au Stars & Bar, un événement qui se déroule le 4e jeudi de novembre, le 3e jeudi étant l'arrivée du Beaujolais nouveau, chacun sa priorité. Il est temps pour moi d'aller retrouver notre invité du week-end. Et notre invité du week-end, à l'occasion du Monte Carlo Jazz Festival, Thomas Anco, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tout allait bien. Là, tous les deux, on s'est rendu compte qu'on avait une extinction de voix. Oui, donc on va faire avec les moyens du bord. Oui. Si je vous présente en disant que vous êtes voilà la preuve. Si je vous présente en disant que vous êtes un virtuose, un génie du piano, ça vous va, ça vous gêne ? Je sais pas, ça fera plaisir à ma maman. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. C'est pour ça que j'en parle, parce que vous avez à peine 25 ans, déjà 10 ans de carrière, une victoire du jazz. Comment est-ce que l'on en arrive là ? Justement, je suis né dans une famille de musiciens. Tous étaient musiciens classiques, comédiens aussi, peintres, enfin une famille d'artistes. Et ça fait plusieurs générations que ça dure. Donc, ça fait 5 générations. Ça fait même 7 générations. 7 générations. En ce moment, il y en a 5 en même temps. Oui, vous êtes la 5e, c'est ça ?
Je sais pas. On s'y perd. Je sais pas très bien. Mais en tout cas, ça dure depuis le milieu du 19e siècle, chez les Casadesus. Du côté de votre maman. Du côté de ma maman. Et donc, tous les enfants de la famille, on leur met un instrument dans les mains et puis on les met au cours de musique. Et puis, ceux qui veulent devenir professionnels le font, les autres pas. C'est pas du tout une obligation. Ça n'a pas été une contrainte pour vous? Non. Bien que quand j'étais petit, voilà, j'étais quand même obligé de travailler mon piano et mon violon tous les jours, comme faire mes devoirs pour l'école. Enfin non, je pouvais ne pas faire les devoirs pour l'école. Il fallait que je fasse. Mais fallait pas travaille louper le la violon. musique. Ouais, c'était une hygiène de vie, quoi. C'est tous les jours et c'est comme dans le sport, quoi. On prend l'habitude de travailler, de progresser. Et puis et donc j'ai fait de la musique classique et du jazz aussi quand j'étais petit. Donc en fait, très vite, j'ai aussi eu l'occasion de jouer avec d'autres enfants, apprendre à improviser, ce que c'est que de s'écouter entre nous dans un groupe, donc des choses qui sont vachement sympas en fait, comme n'importe quelle activité de groupe. Oui, Là, c'est de la musique et donc ça m'a donné envie de continuer. Vous êtes donc petit-fils d'un chef d'orchestre, votre maman soprano, votre ex-beau-père, je crois, Didier Lockwood, ce qui est une référence. Quand il y a un repas familial, on parle de quoi? De musique? On fait un concert ou on parle d'autre chose? On parle pas forcément de musique en fait. Non, on parle de plein de choses. On parle de. On est avant tout une famille. Et en fait, on a beaucoup fait de musique ensemble, en famille aussi, notamment sur scène, dans des spectacles, dans des concerts. Et c'était vachement bien, mais depuis quelques années, on a plutôt tendance à éviter un peu ça pour retrouver le côté famille normal, quoi. Alors là, vous avez sorti un CD il y a quelque temps, Feather. Alors déjà, bon, j'ai pas un accent génial, mais en plus avec l'extinction de voix, ça doit pas être terrible. C'est vous, seul avec un piano. Tout à fait, ouais. C'est un album piano solo. C'est la première fois que je fais un album piano solo. Avant, j'ai beaucoup fait d'enregistrements en trio ou dans des duos, dans des formations, voilà, des petites formations de jazz. Et j'avais envie, c'était l'année dernière, d'entrer en studio et d'enregistrer, voilà, seul avec le piano. C'était un long travail de plusieurs années d'écriture de musique, aussi de recherche un peu pianistique. Et c'était passionnant et j'ai adoré faire ça. L'inspiration, elle vient comment? C'est par rapport à un lieu, par rapport à une envie, une situation? Ça dépend des morceaux. Pour cet album-là, c'était une inspiration c'était une histoire personnelle, une histoire d'amour personnelle, une rupture, tout ce qui va avec, on connaît tous ça. Donc voilà, une notion d'amour perdu, de reconstruction à travers ça, et puis et de voyage, parce que c'était aussi un épisode de ma vie où j'ai vécu entre Paris et New York. Et j'ai composé cet album dans la phase New York, en hiver. Et c'était pas toujours facile, mais bon, voilà, on a beaucoup de chance quand on est musicien ou artiste, enfin créateur, de pouvoir transformer aussi de la douleur, des sentiments souvent quand même sombres et difficiles, en quelque chose d'un peu immatériel en fait, comme de la musique. Et se servir de ces émotions-là qui sont très personnelles pour en faire quelque chose d'universel, que tout le monde va pouvoir entendre, s'approprier à sa façon. Et donc à partir Ce ne sera pas forcément la même histoire, ils ne vont pas ressentir la même chose que vous quand vous l'avez composé. Et puis ce soir, je ne jouerai pas la même histoire, même si je reprends des morceaux de cet album-là. Vous avez parlé de Paris, New York, Monaco, vous connaissez bien, parce qu'on s'était déjà rencontrés ici. C'est la deuxième fois que je viens. Voilà. Qu'est-ce que vous inspire la principauté? Qu'est-ce que vous pourriez composer sur Monaco? Quel style de musique, si vous deviez faire quelque chose sur Monaco, ce serait quoi? Du jazz, du classique, du hard rock, ce serait quoi? En fait, c'est marrant parce que pour moi, Monte Carlo, ça m'évoquait quelque chose de complètement fantastique, parce que depuis que je suis petit, j'entends ma mère, Caroline Casadesus, chanter La Dame de Monte Carlo de Francis Poulenc. Et j'adorais cet air qui évoque une femme qui, en fait c'est dramatique, à la fin elle devient folle et puis elle va se jeter dans la mer. Mais bon, elle chantait ça avec beaucoup de fougue, c'est la très très belle musique et ça s'appelle La Dame de Monte Carlo. Et elle parle du casino, mais bon, c'est au début du XXe siècle. Et donc voilà, la première fois que je suis venu à Monte Carlo, il y a 2 mois, j'avais hâte de voir ce que c'était, évidemment. C'était pour nous d'ailleurs. C'était pour vous, oui, tout à fait. Donc voilà, si je devais écrire sur Monte Carlo, il faudrait déjà que j'arrive à me défaire de la musique de Poulenc. Et puis après, j'essaierai sûrement de faire quelque chose
qui m'inspire mon présent à Monte-Carlo, donc ce que j'ai vécu il y a 2 mois avec plein d'autres musiciens de jazz français qui sont formidables et on a vraiment fait la fête, c'était hyper sympa. Et puis ce soir, je vous dirai ce soir. Donc l'album Feather, quels sont les projets? Tourner un autre album en groupe, seul? Alors c'est les téléspectateurs qui souffrent pour nous, je vous le dis. Ah, ça va. Moi je suis pas chanteur. J'ai pas mal tourné depuis la sortie de cet album en solo. Là j'ai repris aussi les concerts en trio et puis il y a un projet en duo avec une musicienne classique qui joue des percussions classiques, du marimba notamment. Donc en duo marimba et piano, on a enregistré au mois de septembre et ça va sortir chez Deutsche Grammophon. Donc ça va être un projet plutôt musique classique qui sort chez un grand label classique. Et on va y avoir des tournées avec ça. Puis je prépare aussi des choses avec orchestre symphonique pour dans 1 an et demi. Puis je vais retourner vivre un peu à New York pour monter d'autres projets jazz, notamment avec le bassiste Richard Bonnat peut-être. Voilà. D'autres projets. Ouais, tout ça c'est un peu dans l'air. Le prochain truc, c'est ce duo classique. Très bien. Et on a déjà le titre? La date de sortie, le titre? La date de sortie, c'est mi-mars. Je ne me souviens plus la date exacte et le titre, on ne l'a pas trouvé. On n'a pas encore trouvé. Bon, on a le temps de chercher jusqu'à mars. Ah, oui. Ce sera un duo, vous verrez. Je serai avec une jeune fille formidable, magnifique. Voilà. On va suivre ça. Thomas, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été. On se quitte avec la météo. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Samedi, peu de changements, pas de pluie, un temps assez agréable entre soleil et nuages. Les températures restent clémentes, de 11 à 16 degrés. Dimanche, belle journée, calme, un large soleil. Les températures restent douces, de 11 à 17 degrés. Lundi, un ciel bleu, des nuages discrets. Il fera de 12 à 17 degrés. Enfin, mardi, le maintien d'un temps sec et beau, avec des températures supérieures au normal. Voilà, vous en savez plus sur la météo des jours à venir. Thomas, encore une fois, merci. On se quitte avec un extrait justement du concert que vous avez donné ici au Monte-Carlo Jazz Festival. D'accord. À très bientôt. Au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.